Dans le même ordre d'idées, la maternité est devenue l'expérience féminine incontournable, valorisée entre toutes. Donner la vie, c'est fantastique! La propagande pro-maternité a rarement été aussi tapageuse. Foutage de gueule. Méthode contemporaine et systématique de la double contrainte. Faites des enfants, c'est fantastique, vous vous sentirez plus femme et accomplie que jamais. Mais faites-les dans une société en dégringolade où le travail salarié est une condition de survie sociale, mais n'est garantie pour personne, et surtout pas les femmes. Enfantées dans des villes où le logement est précaire, où l'école démissionne, où les enfants sont soumis aux agressions mentales les plus vicieuses via la pub, la télé, internet, les marchands de soda et confrères. Sans enfants, pas de bonheur féminin, mais élever des gamins dans des conditions décentes serait quasi impossible. Il faut de toute façon que les femmes se sentent en échec. Quoi qu'elles entreprennent, on doit pouvoir démontrer qu'elles y sont mal prises. Il n'y a pas d'attitude correcte, on a forcément commis une erreur dans nos choix. Il est tenu pour responsable d'une faillite qui est en réalité collective et mixte. Les armes contre notre genre sont spécifiques, mais la méthode s'applique aux hommes. Un bon consommateur est un consommateur insécure. Étonnant et salement révélateur, la révolution féministe des années 70 n'a donné lieu à aucune réorganisation concernant la garde des enfants, la gestion de l'espace domestique non plus. Travaux bénévoles, donc féminins. On est resté dans le même état d'artisanat. Politiquement, autant qu'économiquement, nous n'avons pas occupé l'espace public. Nous ne nous sommes pas appropriés. Nous n'avons pas créé les crèches, ni les lieux de garde d'enfants dont nous avions besoin. Nous n'avons pas créé les systèmes industrialisés de ménage à domicile qui nous auraient émancipés. Ces secteurs économiquement rentables, nous ne les avons pas investis, ni pour faire fortune, ni pour rendre service à notre communauté. Pourquoi personne n'a inventé l'équivalent de Ikea pour la garde des enfants, l'équivalent de Macintosh pour le ménage à la maison? Le collectif est resté dans un mode masculin. Nous manquons d'assurance quant à notre légitimité à investir le politique. C'est la moindre des choses, au vu de la terreur physique et morale à laquelle notre catégorie sexuelle est confrontée. Comme si d'autres allaient s'occuper correctement de nos problèmes, et comme si nos préoccupations spécifiques n'étaient pas si importantes. Nous avons tort. S'il est évident que les femmes deviennent exactement aussi corruptibles et dégueulasses que les hommes au contact du pouvoir, il est indéniable que certaines considérations sont spécifiquement féminines. Délaisser le terrain politique comme nous l'avons fait marque notre propre réticence à l'émancipation. Il est vrai que pour se battre et réussir en politique, il faut être prête à sacrifier sa féminité, puisqu'il faut être prête à combattre, triompher, faire montre de puissance. Il faut oublier d'être douce, agréable et serviable, il faut s'autoriser à dominer l'autre, publiquement. Se passer de son assentiment, exercer le pouvoir frontalement, sans minauder ni s'excuser, car rares seront les concurrents qui vous féliciteront de les battre. La maternité est devenue l'aspect le plus glorifié de la condition féminine. C'est aussi en Occident le domaine dans lequel le pouvoir de la femme s'est le plus accru. Ce qui est vrai depuis longtemps à propos des filles, cette emprise totale de la mère, l'est devenue à propos des fils. La maman sait ce qui est bon pour son enfant. On nous le répète sur tous les tons. Elle porterait intrinsèquement en elle ce pouvoir stupéfiant. Réplique domestique de ce qui s'organise dans le collectif. L'État toujours plus surveillant, c'est mieux que nous ce que nous devons manger, boire, fumer, ingérer, ce que nous sommes aptes à regarder, lire, comprendre, comment nous devons nous déplacer, dépenser notre argent, nous distraire. Quand Sarkozy réclame la police dans l'école ou Royal l'armée dans les quartiers, ce n'est pas une figure virile de la loi qu'ils introduisent chez les enfants, mais la prolongation du pouvoir absolu de la mère. Elle seule sait punir, encadrer, tenir les enfants en état de nourrissage prolongé. Un état qui se projette en mère toute-puissante est un état fascisant. Le citoyen d'une dictature revient au stade de bébé, langé, nourri et tenu au berceau par une force omniprésente qui sait tout, qui peut tout, a tous les droits sur lui, pour son propre bien. L'individu est débarrassé de son autonomie, de sa faculté à se tromper, de se mettre en danger. C'est ce vers quoi notre société tend, possiblement parce que notre temps de grandeur est déjà loin derrière nous. Nous régressons vers des stades d'organisation collective, infantilisant l'individu. Dans la tradition, les valeurs viriles sont les valeurs de l'expérimentation, de la prise de risque, de la rupture avec le foyer. Quand de toutes parts, la virilité des femmes est méprisée, entravée,
Désignés comme néfastes, les hommes auraient tort de se réjouir, ou de se sentir protégés. C'est autant leur autonomie que la nôtre qui est remise en cause. Dans une société libérale de surveillance, l'homme est un consommateur comme un autre. Il n'est pas souhaitable qu'il ait beaucoup plus de pouvoir qu'une femme. Le corps collectif fonctionne comme le corps individuel. Si le système est névrosé, il engendre spontanément des structures autodestructrices. Quand l'inconscient collectif, à travers ces instruments de pouvoir que sont les médias et l'industrie de l'entertainment, valorise la maternité, ce n'est pas par amour du féminin, ni par bienveillance globale. La mère, investie de toutes les vertus, c'est le corps collectif qu'on prépare à la régression fasciste. Le pouvoir qu'un État malade octroie est forcément suspect. On entend aujourd'hui des hommes se lamenter de ce que l'émancipation féministe les dévirilise. Ils regrettent un état antérieur, quand leur force prenait racine dans l'oppression féminine. Ils oublient que cet avantage politique qui leur était donné a toujours eu un coût. Le corps des femmes n'appartient aux hommes qu'en contrepartie de ce que le corps des hommes appartient à la production en temps de paix, à l'État en temps de guerre. La confiscation du corps des femmes se produit en même temps que la confiscation du corps des hommes. Il n'y a de gagnant dans cette affaire que quelques dirigeants. Le soldat le plus connu de la guerre en Irak est une femme. Les États, désormais, envoient leurs pauvres au front. Les conflits armés sont devenus territoires mixtes. De plus en plus, la polarité dans la réalité se fait en fonction de la classe sociale. Les hommes dénoncent avec virulence injustice sociale ou raciale, mais se montrent indulgents et compréhensifs quand il s'agit de domination machiste. Ils sont nombreux à vouloir expliquer que le combat féministe est annexe, un sport de riches, sans pertinence ni urgence. Il faut être crétin ou salement malhonnête pour trouver une oppression insupportable et juger l'autre pleine de poésie. De la même manière, les femmes auraient intérêt à mieux penser les avantages de l'accession des hommes à une paternité active, plutôt que de profiter du pouvoir qu'on leur confère politiquement via l'exaltation de l'instinct maternel. Le regard du père sur l'enfant constitue une révolution en puissance. Ils peuvent notamment signifier aux filles qu'elles ont une existence propre en dehors du marché de la séduction, qu'elles sont capables de force physique, d'esprit d'entreprise et d'indépendance, et de les valoriser pour cette force, sans crainte d'une punition immanente. Ils peuvent signaler aux fils que la tradition machiste est un piège, une sévère restriction des émotions au service de l'armée et de l'État, car la virilité traditionnelle est une entreprise aussi mutilatrice que l'assignement à la féminité. Qu'est-ce que ça existe au juste d'être un homme, un vrai? Répression des émotions, taire sa sensibilité, avoir honte de sa délicatesse, de sa vulnérabilité, quitter l'enfance brutalement et définitivement. Les hommes-enfants n'ont pas bonne presse. Être angoissé par la taille de sa bite, devoir faire jouir les femmes sans qu'elles sachent ou veuillent indiquer la marche à suivre. Ne pas montrer sa faiblesse, museler sa sensualité, s'habiller dans des couleurs ternes, porter toujours les mêmes chaussures pataudes, ne pas jouer avec ses cheveux, ne pas trop porter de bijoux, ni aucun maquillage. Devoir faire le premier pas, toujours. N'avoir aucune culture sexuelle pour améliorer son orgasme. Ne pas savoir demander d'aide. Devoir être courageux, même si on n'en a aucune envie. Valoriser la force, quel que soit son caractère. Faire preuve d'agressivité. Avoir un accès restreint à la paternité. Réussir socialement pour se payer les meilleures femmes. Craindre son homosexualité, car un homme, un vrai, ne doit pas être pénétré. Ne pas jouer à la poupée quand on est petit, se contenter de petites voitures et d'armes en plastique super moches. Ne pas trop prendre soin de son corps, être soumis à la brutalité des autres hommes sans se plaindre. Savoir se défendre, même si on est doux. Être coupé de sa féminité, symétriquement aux femmes qui renoncent à leur virilité, non pas en fonction des besoins d'une situation ou d'un caractère, mais en fonction de ce que le corps collectif exige. Afin que, toujours, les femmes donnent les enfants pour la guerre et que les hommes acceptent d'aller se faire tuer pour sauver les intérêts de 3 ou 4 crétins à vue courte. Si nous n'allons pas vers cet inconnu, qui est la révolution des genres, nous connaissons exactement ce vers quoi nous régressons. Un État tout-puissant qui nous infantilise, intervient dans toutes nos décisions, pour notre propre bien, qui, sous prétexte de mieux nous protéger, nous maintient dans l'enfance, l'ignorance, la peur de la sanction, de l'exclusion. Le traitement de faveur qui, jusqu'alors, était réservé aux femmes, avec la honte comme outil de pointe pour les tenir dans l'isolement, la passivité, l'immobilisme pourrait s'étendre à tous. Comprendre les mécaniques de notre infériorisation,
et comment nous sommes amenés à en être les meilleurs vigiles, c'est comprendre les mécaniques de contrôle de toute la population. Le capitalisme est une religion égalitariste, en ce sens qu'elle nous soumet tous, et amène chacun à se sentir piégé, comme le sont toutes les femmes.